Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. La finance n'est pas un monolithe. On peut essayer de l'appréhender par le biais des grandes familles d'acteurs qui la composent, les banques, les compagnies d'assurance, les gérants d'actifs, les brokers, les conseillers financiers et à la périphérie les agences de notation, les fournisseurs d'indices, les médias financiers, etc. Chacun de ces secteurs défend ses intérêts auprès des législateurs et des régulateurs. Mais qui défend l'intérêt général? Les législateurs et les régulateurs? Peut-être, mais ils sont en contact avec des lobbies financiers qui ont des moyens considérables et font bien entendu passer leurs intérêts catégoriels avant l'intérêt général tout en prétendant que les deux sont alignés. Il existe en Europe de rares organisations qui essaient de défendre l'intérêt général dans le secteur de la finance et de rares individus qui les incarnent. Thierry Philippona est un de ces oiseaux rares et je suis très heureux de le recevoir dans Exchange, le podcast de CFA Society France, alors qu'il vient tout juste de quitter Finance Watch, une organisation dont il sera beaucoup question dans cet épisode. Thierry Philippona a conclu le post dans lequel il a annoncé son départ par une citation du Tao Te Ching. « Besogne faite, va-t'en, telle est la voix du ciel ». C'est un oiseau rare, car les défenseurs de l'intérêt général qui connaissent intimement l'univers de la finance pour y avoir longtemps travaillé sont fort peu nombreux, et ceux qui citent Lao Tse se comptent probablement sur les doigts d'une main. Thierry Philippona, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Exchange. Merci beaucoup. J'aimerais que nous parlions de la première partie de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous a amené dans la finance et qui avez-vous fait? Je suis rentré dans la finance par hasard. J'avais fait des études, Sciences Po, économie, à l'époque on appelait ça un DEA. Et puis un jour j'ai vu une annonce de recrutement, je me souviens très bien, pour la Banque française du commerce extérieur. Commerce extérieur, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, vous verrez du pays, qui disait. J'ai répondu, ils m'ont embauché et voilà comment je suis devenu banquier. À l'époque, je travaillais sur une thèse de doctorat d'économie que je n'ai jamais terminée, donc vous ne m'appellerez pas docteur, qui tournait autour de la théorie des options. Donc j'avais un bon vernis, on va dire, sur tout ce qui était théorie des options, mathématiques financières derrière, Black-Scholes, etc. Et je rêvais de travailler dans les marchés financiers parce que, voilà, là on est au milieu des années 80, c'est le rêve, c'est... La dérégulation, le Big Bang à Londres, la fin du monopole des agents de change en France. Exactement, c'est toute cette période-là, c'est même 1 ou 2 ans avant, on sent que ça vient, voilà. Et donc, je travaille donc pour la BFCE, ma foi, pas très longtemps. C'était une belle maison, mais j'y travaillais pas longtemps. Là, j'ai fait de la banque traditionnelle, je prêtais de l'argent, vous imaginez, c'est un concept ancien. Et puis, je me dis, marché financier, c'est bien, j'envoie des CV à Londres, et je suis recruté par une société américaine qui s'appelait O'Connor, société de Chicago, qui a été la première, historiquement parlant, à appliquer les équations type Black-Scholes ou binomiales au monde réel. Jusque-là, c'était réservé aux chercheurs et aux universitaires. Et puis, en bon américain qu'ils étaient, se sont dit, bah, tiens, il y a peut-être de l'argent à faire avec ça. Et quand je les rejoins en 86, l'entreprise a 10 ans d'âge, ce qui est, ma foi, très jeune. Ils arrivent juste à Londres. Mais à l'époque, ils ont 15% des positions ouvertes de tous les marchés à terme des États-Unis, ce qui est monstrueux, ce qui est considérable. Et ils arrivent à Londres pour conquérir l'Europe des marchés d'options et autres marchés à terme. Et ils veulent recruter des jeunes qui comprennent à peu près, au moins en théorie, comment ça marche, qu'ils vont former, etc. Et c'est comme ça que je rentre dans les marchés financiers stricto sensu à Londres en 86. Juste très très peu de temps avant le Big Bang. Donc je passe 2 ou 3 mois sur le floor, au sens premier du terme, du London Stock Exchange, jusqu'à temps qu'on nous dise, je me souviens très très bien du dernier jour sur le floor du Stock Exchange,
où en gros tout le monde a bu du champagne toute la journée au lieu de traiter. Et c'était un vendredi. On a dit, lundi matin, vous traitez depuis les bureaux sur les ordinateurs. Voilà. Voilà comment je suis devenu, après avoir été banquier prêtant de l'argent pour des entreprises françaises, trader d'options en fait, ce que j'ai été pendant un certain nombre d'années. Donc vous avez été au tout début de l'explosion des marchés des produits dérivés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai fait ça. Donc j'étais chez O'Connor. Ensuite, je vous la fais brève et relativement rapide. J'ai fait partie de la bande qui, quelques années plus tard, qui a créé ce qui deviendra la société de bourse Exane à Paris, qui à l'époque s'appelait Finacor Actions et Dérivés. Voilà. Ensuite, je retourne à Londres chez UBS, où je suis responsable de la vente de produits dérivés sur actions structurés pour l'Europe francophone. Ensuite, BNP Paribas, où je vais co-diriger la structuration de l'equity financing. Donc l'equity financing, c'est tous les montages à base de produits dérivés qui permettent de lever des financements, soit pour des holdings, soit pour des investisseurs institutionnels, soit pour des entreprises ou couvrir des positions, etc. Mais c'est vraiment du gré à gré. Et puis mon dernier métier dans l'industrie financière a été celui de directeur des produits dérivés sur actions du groupe Euronext Life. Là, on est au début des années 2000. À l'époque, Euronext et le Life étaient la même chose. Le Life, donc le marché à terme de Londres, qui est la deuxième bourse de dérivés du monde. J'étais au comité exécutif d'Euronext à Paris et du Life à Londres. Voilà, avec pour mission de développer le business et de faire travailler les équipes ensemble, parce que la dimension humaine est toujours fondamentale. Et à l'époque, Euronext, c'était le résultat de la fusion de pas mal d'entreprises différentes, dans pas mal de pays différents, en très peu d'années. Et évidemment, des fusions, c'est toujours complexe, parce que les êtres humains sont ce qu'ils sont, donc chaque nationalité dit « je suis meilleur que les autres », etc. Donc il y avait un côté « tiens, on va faire travailler les gens ensemble ». Et puis développer le business. Et l'une des choses qu'on a créées quand j'étais chez Euronext, c'était ce qui est devenu BeClear, qui est en fait une plateforme qui permet de faire de l'OTC compensé. Parce que la bourse avait l'objectif, compréhensible, de rapatrier tout le flux d'affaires qui se passe de gré à gré en OTC sur la bourse, parce que par définition, c'est pas sur la bourse, elle n'en tire pas de rémunération. Et donc la proposition que j'ai fait à l'époque et qui a été suivie par Euronext, ça a été de dire gardons la souplesse du gré à gré, mais mettons une chambre de compensation derrière, avec les avantages d'une chambre de compensation, en passant par les tuyaux de la bourse. Ce qui était quelque chose qui a bien marché. Voilà mon parcours. Donc là, je viens de vous résumer 20 ans, donc forcément c'est un peu lapidaire, mais voilà ce que j'ai fait dans la finance pendant 20 ans. Alors on va parler de la suite, parce que j'aurais pu avoir en face de moi un patron de BFI. Vous étiez parti sur ce type de trajectoire. J'ai en face de moi un défenseur de l'intérêt général. Les gens qui ont commencé avec moi, il y en a un qui est patron de la BFI d'UBS et l'autre de BNP Paribas. On a le même âge et on se connaît depuis toujours. Voilà, je ne suis pas tombé trop loin dans ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15-16 ans qui fait que vous avez décidé de changer de trajectoire? La fin de mon aventure Euronext, ça a été, il n'y a pas de polémique, mais un désaccord avec la direction générale de l'époque, qui souhaitait réduire les effectifs pour préparer un éventuel mariage avec le London Stock Exchange. Mariage qui n'a jamais eu lieu, comme on le sait, mais c'était le but. Et puis, comme les affaires étaient très bonnes, les marges étaient extrêmement bonnes, et que je n'ai passé quelques années à dire aux équipes « faites-moi confiance, travaillez, je ne vous laisserai pas tomber », j'étais têtu, j'ai dit non. Et donc on m'a dit si tu dis non, c'est toi qui vas partir. Donc je suis parti. Voilà. Et puis dans ces cas-là, vous dites qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai eu une possibilité, j'aurais pu probablement en avoir d'autres, de rejoindre une autre bourse. Et puis je me suis dit non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes amis d'Amnesty International, dont je suis membre depuis que je suis adolescent. Quand j'étais ado, retour du lycée, j'écrivais des lettres à Pinochet et à Brejnev pour dire arrêtez de torturer, ça serait bien. Et j'ai demandé à Amnesty, donc ayant quitté Euronext, si un animal comme moi pouvait les intéresser. Ils m'ont dit oui,
parce qu'ils étaient juste dans une campagne pour convaincre les financiers français, banques et compagnies d'assurance, d'arrêter de financer les fabricants de mines antipersonnelles et de bombes à sous-munitions. Et bien sûr, dans une campagne comme celle-là, les institutions financières en l'occurrence disaient « oui, c'est un bon objectif car ce sont effectivement des armements non discriminants en droit international et en théorie ». Aujourd'hui, c'est juste effroyable à quel point ces principes ne sont plus respectés, mais en théorie, un armement est discriminant, autrement dit, c'est pour être très cru, c'est fait pour tuer un militaire, pas un civil, etc. Et par définition, les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles ne sont pas discriminantes, elles tuent des civils à 98% et des enfants à 40%. Donc tout le monde disait, oui, c'est une bonne idée d'arrêter de les financer, mais vous savez, on ne peut pas, parce que c'est très compliqué. Et c'est vraiment là que j'ai pris goût au fait d'arriver avec ma casquette de financier, parler à des financiers, mais vu d'un autre angle, on va dire. Et donc Amnesty était très content de venir dans les rendez-vous avec un ancien financier disant oh ben si c'est compliqué, on va vous expliquer comment vous pouvez faire. Certes, il y a 2 ou 3 questions techniques à résoudre, mais vous savez quoi, entre gens qui ont la bonne volonté, on va y arriver. Et donc voilà comment je suis rentré chez Amnesty. On a travaillé pendant... Ça avait commencé avant moi, hein. Il y a beaucoup de collègues qui avaient fait un énorme travail, et puis c'est un travail collectif, une énorme campagne. Puis moi, j'ai eu mon petit apport technique dans X rendez-vous, et puis à peu près un an et demi plus tard, en gros, toutes les banques françaises avaient signé un engagement d'arrêter de financer la fabrication de ce type d'armement. Voilà, et puis pour Amnesty, je les ai représentés, ce qui était absolument passionnant, auprès de John Ruggie, au sein des Nations Unies, qui était le délégué auprès du secrétaire général des Nations Unies sur les questions du monde des affaires et des droits humains, Business and Human Rights. John Ruggie, paix à son âme, était un homme... j'ai adoré travailler avec lui. Donc je représentais Amnesty auprès de John Ruggie, ce qui était un grand moment. Il m'a appris énormément de choses. On n'a probablement pas le temps, donc je ne commence pas à parler trop longuement de lui, mais quel grand monsieur. Et puis ensuite, j'ai été élu au bureau exécutif d'Amnesty International. Jusqu'à temps qu'un beau jour, le bureau exécutif d'Amnesty International France reçoive une invitation de 3 députés européens que nous ne connaissions pas à l'époque. Il y avait Jean-Paul Gauzès, qui était de l'UMP, ça s'appelait l'UMP à l'époque, Pervenche Berès, Parti Socialiste, et Pascal Canfin, qui à l'époque était écologiste, enfin du Parti écologiste. Et Pascal Canfin, Pervenche Berès et Jean-Paul Gauzès invitent les 10 grandes ONG de la place en septembre 2010 au bureau de représentation du Parlement européen à Paris, en disant « on a une idée ». L'idée, ça serait de créer un contre-lobby financier basé à Bruxelles. On pourrait l'appeler Finance Watch. Et sa mission serait d'apporter une expertise technique pour que les décideurs en matière de réglementation financière, et on est en Europe, donc la réglementation financière s'écrit à Bruxelles, soient équipés des arguments nécessaires pour prendre en compte l'intérêt général. On est en 2010, on est juste après la crise financière. La Commission européenne, sous l'impulsion de Michel Barnier, qui à l'époque est le commissaire européen chargé de la question, va finir par écrire une 40aine de réglementations pour essayer que ça n'arrive plus jamais, le fameux plus jamais ça. Et bien sûr, les lobbies expliquent matin, midi et soir que c'est pas possible et que ça va être vraiment très compliqué. Et donc ces députés réunissent les ONG, disent on voudrait faire ça, il faudrait que cette ONG ait 2 caractéristiques. Un, être très technique, parce qu'il y a un moment, il ne suffit pas de dire qu'on veut un monde meilleur, il faut savoir ce qu'on écrit à l'article 35 de la directive XYZ. C'est pas de la poésie, hein, faut savoir ce qu'il faut écrire. Et deuxièmement, et une large représentation de la société civile, parce que dans le débat démocratique, il y a ce que vous dites et puis il y a qui le dit. Donc la représentation aussi large que possible est très importante. Et je me suis revenu chez mes amis d'Amnesty en disant écoutez, c'est une super idée, mais c'est pas pour nous parce qu'on peut pas tout faire, c'est loin des droits humains, donc on leur souhaite tout le bien du monde, mais c'est pas pour nous. Puis quelques jours plus tard, ils ont publié un avis de recrutement, en fait, de quelqu'un pour, non pas
pour monter l'organisation, parce qu'il y avait juste une idée à l'époque. Et ils cherchaient un animal bizarre qui connaisse le monde de la finance et des ONG. Comme j'étais le seul, j'ai levé la main et ils m'ont pris. Alors j'exagère un petit peu, il y avait d'autres candidats, je pense, mais bon, voilà. Donc ils m'ont pris pour monter l'organisation. J'ai passé 8 mois à faire le tour d'Europe dans tous les sens pour essayer de fédérer les énergies des centaines, littéralement des centaines de personnes qui avaient envoyé des mails disant c'est une super idée. Alors une fois qu'on dit que c'est une super idée, comment on fait? Avec quelles règles du jeu? Quelle gouvernance? Quel financement? Etc. etc. Et puis, il y a eu 2 étapes. Une étape purement formelle en avril 2011 et une étape plus politique, j'ai envie de dire, en juin 2011, où on a créé l'organisation à Bruxelles, comme une association de droit bruxellois. Et voilà, donc, et Finance Watch, c'est exactement ce que ces députés à l'époque avaient souhaité, c'est-à-dire une organisation, alors d'abord strictement non partisane, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand son métier c'est de parler aux élus, si on a un attachement partisan, aussi légitime soit-il, par définition les autres ne vont pas vouloir vous écouter. Donc avant même qu'on ait créé l'organisation, à un moment c'était d'ailleurs un processus qui est très très bien passé, mais qui a été un petit peu drôle. C'était merci de nous avoir impulsé, maintenant désolé mais vous pouvez sortir, on va faire sans vous. Et ils l'ont tous très bien compris parce que c'était dans la nature de l'exercice. Donc non partisane, technique. Donc voilà, moi je sortais de 20 ans dans la finance, donc vous n'êtes pas idiot, vous avez passé 20 ans dans un domaine, normalement vous avez compris 2 ou 3 choses. Et puis les personnes que j'ai recrutées à l'époque avaient tous cette caractéristique. Et puis on a monté l'organisation, on l'a créée avec 40 membres, je me souviens, qui sont des associations de consommateurs, des syndicats, des universitaires, des think tanks. À l'époque, c'était dans une dizaine de pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, il doit y avoir 109 membres dans 20 pays de l'Union européenne. Voilà. Et on a fait le travail. Alors, le premier sujet, créer une organisation, c'est quoi notre mission? La devise de Finance Watch, pour une finance au service de la société, résume bien ce qu'on a toujours fait. Oui, je dis toujours on, même si je les ai quittés il y a 15 jours. Ce qu'on a fait pendant 15 ans et qui continue à être fait aujourd'hui, Finance Watch est dans très très bonnes mains. Et chaque mot est important, pour une finance au service de la société. C'est-à-dire qu'on a besoin de finance, c'est une fonction essentielle pour qu'une société fonctionne. Après ça, tout le monde comprend qu'il y a des intérêts privés en jeu, c'est normal, c'est la vie, c'est le business, mais il y a également l'intérêt général, au service de la société. Donc le plaidoyer de Finance Watch a toujours été la prise en compte de l'intérêt général dans la réglementation financière. On nous a souvent dit, parce qu'évidemment, vous allez être systématiquement, mais ça c'est la vie, être accusé de ceci, cela, on va vouloir vous ostraciser ou autre. Ah, mais vous êtes contre la finance, etc. Non, on n'est pas contre la finance, on est pour la finance. Donc il faut des institutions financières, donc il faut qu'elles soient rentables, pas d'état d'âme. Pour autant, il n'y a pas que les intérêts privés, il y a l'intérêt général. Et vous disiez tout à l'heure dans votre introduction, le discours de base d'un lobby, en l'occurrence financier, c'est de dire que si ça lui coûte 1 centime, c'est mauvais pour l'intérêt général. Or, le fait que une mesure, quelle qu'elle soit, ait un coût pour un intermédiaire financier ou un acteur financier, c'est une information importante et intéressante pour un législateur. Donc il doit le savoir, il doit le prendre en compte. Mais est-ce que pour autant c'est le dernier mot? Non, c'est une information, il faut la regarder en face. Ah oui, tiens, ça va avoir tel impact sur la rentabilité, en gros, des acteurs financiers. Très bien. Est-ce que cet impact, qui toute chose égale par ailleurs pourrait être considéré comme non souhaitable, est équilibré par le bénéfice que va en tirer la société? Et donc, la façon de faire de Finance Watch, ça a toujours été ça, c'était de dire, très bien, on est d'accord, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a des petits raccourcis, sur le fait qu'il peut y avoir un impact, mais après ça, c'est quoi l'intérêt de la société en la matière? Vous prenez le sujet stabilité financière, qui évidemment était le premier sujet de Finance Watch, parce qu'on est juste au lendemain de la crise de 2007-2009. Je simplifie à l'extrême. On va dire, il faut plus, c'est ce qui a été fait. On est en train de revenir en arrière dessus aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. On y reviendra. On y reviendra peut-être ou probablement si vous me posez la question. Mais à l'époque, on dit,
on va demander plus de fonds propres aux entreprises financières afin d'éviter que un pépin économique ou financier, il y en aura toujours, dans la vie, il y a toujours des problèmes, ne se transforme en crise financière qu'il faut quand même le rappeler, à l'époque, a coûté 400 milliards d'euros au budget des différents pays de l'Union européenne. Alors après ça n'a pas été, certaines sommes ont été récupérées, etc. Donc il faudrait raffiner. Enfin, quand même, il a fallu sortir 400 milliards pour sauver le système. Et ça, c'est juste au niveau de l'Union européenne. Donc, pour éviter ça, en gros, on dit ayez plus de fonds propres, parce que si vous avez plus de fonds propres, si on a une tempête, je prends une comparaison maritime, force 5, vous coulerez pas. Et à l'époque, on a une tempête force 5 ou 6, c'est-à-dire, c'est même pas une tempête, c'est une mer un petit peu agitée, mais il y avait tellement peu de fonds propres que c'était sûr qu'à la première grosse vague, le bateau coulait. Donc on dit, ayez assez de fonds propres pour pouvoir prendre une tempête force 10. Voilà, ça ne sera jamais force 12, parce qu'il y a toujours un moment où ça peut couler, mais quand même. Et donc, la réaction du lobby bancaire, c'est « Ah, c'est la fin du monde, on ne va plus prêter à l'économie, donc ça va créer du chômage, et donc, évidemment, il parle aux responsables politiques, et donc vos électeurs vont plus voter pour vous. » Arrêtons, regardons les choses de façon très sereine. La théorie nous dit très très bien que la capacité d'une banque à intervenir n'a rien à voir avec la structure de son passif, Modigliani, Miller, etc. L'histoire économique prouve que la théorie a raison, d'accord ? Donc les banques les mieux capitalisées sont celles qui prêtent le plus à l'économie. Après ça, il y a une vraie question qui est, et ça est purement mécanique, si vous avez plus de fonds propres, comme un dirigeant de banque ou une valorisation boursière, au bout du compte, ça va être totalement lié, est intimement lié à son retour sur fonds propres, son return on equity, qui est, j'enfonce une porte ouverte, une division entre les profits et la base de fonds propres. À return équivalent, si vous divisez par une base d'equity de fonds propres plus élevée, vous avez un ROE plus faible. Ce qui a des implications sur la valorisation boursière, ce qui a des implications sur la rémunération des dirigeants, c'est une réalité. On ne peut pas dire le contraire, c'est une réalité. Après ça, moi je suis, ce que je n'ai jamais été et que je ne serai jamais, député européen ou commissaire européen chargé de ces questions-là, je me dis, quel est le plus important ? Le plus jamais ça, en face de cette crise financière qui a eu des impacts économiques et sociaux absolument considérables, qu'on paye toujours aujourd'hui, y compris dans le niveau d'endettement des États. Est-ce que c'est ça qui est le plus important, ou le fait que les banques aient un retour sur fonds propres 2% plus élevé ou 2% moins élevé? C'est pas dire qu'il n'y a pas d'impact, c'est simplement peser le pour et le contre. Voilà. Ça c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on a fait, et ce que continue à faire Finance Watch aujourd'hui. Alors Finance Watch, c'est Bruxelles, mais vous avez été actif en France et vous y avez été membre de plusieurs instances des deux régulateurs financiers. À l'AMF, vous avez été notamment membre du collège, instance ô combien importante. Vous avez également été président de la commission climat et finances durables et de la commission consultative organisation et fonctionnement du marché à la CPR, le régulateur des banques et des compagnies d'assurance. Vous avez été membre de la commission des sanctions, du comité scientifique et de la commission climat et finances durables. Alors moi, je me rappelle toujours la saillie du président général de Gaulle sur les comités Théodule. Est-ce que chez les régulateurs, il y a beaucoup de comités Théodule? Est-ce que les comités sont plus ou moins Théodule? Est-ce que les commissions ont un impact réel? Quels enseignements avez-vous tirés de ces expériences à l'AMF et à la CPR? Est-ce que vous y avez été utile? Est-ce que vous y avez été entendu? Il faut distinguer, ce que vous avez dit est 100% exact, il faut distinguer dans les deux institutions, qui sont l'AMF et la CPR, les deux fonctions principales pour lesquelles j'étais là. C'est membre du collège, côté AMF, membre de la commission des sanctions, côté ACPR. Puis ensuite, quand vous avez ce type de fonction, vous pouvez être soit membre, soit présider des commissions. Et là, ça sera le sujet des comités Théodule. On va les prendre un à un, ou en tout cas par bloc. Collège de l'AMF, c'est l'instance dirigeante de l'AMF. Donc c'est tout sauf un comité Théodule, c'est l'instance qui prend les décisions. Donc c'est une fonction absolument passionnante, lourde en temps de travail et puis en responsabilité. Voilà, passionnante, lourde et
Et voilà. Et collégial, comme son nom Et l'indique. collégial. Ce sont des décisions collégiales. Et c'est un système, aucun système n'est parfait, mais c'est un système qui fonctionne. C'est un système qui fonctionne. Et on voit bien que, voilà, en invitant un animal comme moi autour de la table, il y avait la logique tiens, et si on avait des voix différentes? On essaie de prendre des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, mais pour autant, je n'avais pas forcément le profil le plus traditionnel pour être autour de la table du collège de l'AMF. Pourtant, j'y ai été nommé et renouvelé. Donc voilà, ça veut dire qu'on a une logique d'ouverture, de faire travailler ensemble et avec. Commission des sanctions de la CPR, alors la fonction est totalement différente, parce qu'une commission des sanctions, on sait que ce sont des autorités administratives qui ont un pouvoir de police administrative, et donc quand il y a constatation d'une infraction à la réglementation, après contrôle ou enquête, enfin enquête c'est un vocabulaire AMF qu'on n'a pas à la CPR, contrôle, les collèges des différentes institutions décident de poursuivre ou pas, et s'ils décident de poursuivre, ils transmettent à la commission des sanctions, qui est un quasi-juge, pour faire très simple, même si d'un point de vue juridique, c'est pas une juridiction. Voilà, donc ça, on n'est clairement pas dans le comité Théodule. Après ça, qu'en est-il des commissions spécialisées sur telle ou telle thématique, finance durable, fonctionnement de marché, comité scientifique, etc. Ce ne sont pas les comités Théodule. Leur principe est tout à fait bon. Le principe est double. Ils ont des limites, je vais y venir. Mais le principe est bon parce qu'il consiste, à écouter les gens. Donc on met autour de la table des gens qui ont une compétence sur un sujet. Et sur tous ces sujets, qui peut prétendre avoir tout vu? Voilà, donc c'est très bien d'écouter. Ce sont des comités qui n'ont pas de pouvoir de décision. Mais par contre, ils ont un pouvoir d'influence, d'accord? Donc première chose, écouter. Et deuxième chose, j'ai envie de dire, ça c'est jamais dit officiellement, mais moi je l'analyse comme ça, c'est une façon d'organiser le lobbying. Parce qu'autour de la table, 80-90% des acteurs, des gens réunis, sont des gens qui représentent les intérêts de l'industrie financière dans sa multitude de facettes. Il vaut bien mieux avoir les gens dans une même pièce, réunis régulièrement, de façon ouverte, avec des minutes qui sont prises, qui disent ce qu'ils ont à dire. Ah, moi je pense que ceci, moi je pense que cela, je suis pour ceci, je suis contre cela, voilà mes raisons. Très bien. Que d'avoir des petites réunions en catimini dans le café du coin, ou au café du coin. Après ça, l'un n'empêche pas forcément l'autre, et la vie est plus complexe que ça. Mais le principe me semble tout à fait sain. Après ça, le danger de ces commissions, et c'est un vrai danger, c'est, on va dire, une forme de capture du superviseur par le supervisé. Parce que à force d'être ensemble, de se voir, c'est des êtres humains qui, pour la plupart d'entre eux, sont tout à fait sympathiques et s'entendent bien, etc. Ça peut être parfois un petit peu plus rugueux, mais en moyenne, ça se passe de façon tout à fait normale, voire sympathique. À force d'être ensemble, ça va pas me faire ça quand même, etc., etc., etc. Donc, il y a un exercice qui est pas facile, d'équilibre entre je t'écoute, pour autant je suis le gendarme, t'es le conducteur, et si tu conduis à 150 sur l'autoroute, je vais te verbaliser. Je vais te verbaliser. Exercice pas simple. Alors vous avez prononcé le gros mot de capture réglementaire, qui est une notion à l'origine universitaire, dont on commence à connaître, à comprendre les réalités. Vous avez démissionné du collège de l'AMF fin 2022. Et vous avez expliqué les raisons dans un post sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces raisons, ou cette raison? Oui, il y avait deux raisons fondamentalement. Non, il y a une raison. Je crois profondément que la notion d'autorité administrative indépendante, et le mot indépendant est très important, est une bonne notion. Et en France, on a un certain nombre de AAI, autorité administrative indépendante. L'autorité des marchés financiers en est une. Et comme leur nom l'indique, elles sont indépendantes de l'État. Et elles dépendent pour le financement, pour partie? Non. Pas du tout. Du tout. C'est les cotistions des assujettis. Exactement. D'ailleurs, avec un débat, et je ne trahis aucun secret, depuis un certain nombre d'années, et c'est connu des spécialistes, l'État ponctionne une partie des ressources de l'AMF
Et un certain nombre de gens à l'AMF, dont j'ai fait partie, disaient mais attendez, je ne comprends pas, c'est pas de l'impôt qu'on prélève. Donc pourquoi à ce moment-là on va diminuer les cotisations si on n'a pas besoin de ces cotisations. De mémoire, Voilà. le reversement du budget de l'AMF à celui de l'État de l'an dernier, d'après le rapport annuel de la dite AMF, était de 7 ou 8 millions d'euros et l'AMF a fini l'année sur un léger déficit. Voilà, bon. Donc non, c'est pas financé par l'État. Et ça doit être indépendant de l'État. Pour le coup, même si j'en suis parti, évidemment, je ne partagerai aucune des décisions qui restent confidentielles, mais j'ai souvenir, sur les 9 ans, oui, j'ai une période suffisamment large pour qu'on ne trouve pas forcément le détail, d'un certain nombre de cas où le Collège de l'autorité des marchés financiers a dit non à l'État, donc au ministre des Finances, sur une opération XYZ qui ne correspondait pas au droit boursier. Et je trouve ça très très sain. Je veux dire, c'est pas une question politique, l'AMF n'est pas une organisation politique, c'est pas de savoir si le ministre est de telle ou telle couleur politique, c'est le fait de dire que le droit, et là on est au cœur de la notion d'état de droit, le droit s'impose également aux dirigeants du pays. Voilà, c'est le principe même d'un état de droit. Voilà. Donc quand je démissionne de l'autorité des marchés financiers, eh bien il y a une nouvelle présidente qui va arriver, à laquelle je ne fais aucun procès d'intention, et il n'y a rien de personnel. J'insiste, c'est très très important, mais dont le parcours personnel a été d'abord de diriger la Fédération bancaire française, et ensuite d'avoir une fonction de très haut niveau à Bercy. Et les deux... Ainsi qu'au Crédit Agricole, si je ne m'abuse. Elle l'avait eu, oui, précédemment. Et les deux caractéristiques d'une autorité administrative indépendante, quand elle est superviseur a fortiori, c'est d'être vraiment indépendante de ses supervisés. Peut-on superviser avec la rigueur nécessaire? Qui dit supervision dit le cas échéant répression, hein, j'assume le mot. Les gens que l'on défendait hier et dont, quand on était en l'occurrence patronne d'un des plus grands, voire le plus grand lobby financier en France, voilà. Peut-on mettre à la tête de l'agence de lutte contre le tabagisme l'ancien patron ou l'ancienne patronne du lobby du tabac? Voilà, c'est ça la question. C'est une réflexion qui m'a été faite, je ne vous dirai pas par qui, par quelqu'un qui a une énorme expérience qui me dit c'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est vous dire si je ne suis pas le seul à avoir cette appréhension. Et ma réponse est non, c'est pas possible. Et c'est pas une question de personne, il n'y a rien de personnel dans l'histoire, c'est une question de principe. Et la deuxième chose, c'est il est extrêmement important que l'AMF puisse prendre des décisions sans être influencée par l'État. Même raisonnement, quand la proximité est trop grande, on n'arrive pas à croire que l'indépendance soit toujours totale. Et quand bien même, et je n'accuse pas l'AMF d'avoir fait ceci, cela depuis que j'en suis parti, mais quand bien même il n'y aurait qu'une perception, au-delà même de la réalité de tel ou tel acte, on a quelque chose qui n'est pas sain. Pourquoi? Parce qu'une société qui fonctionne, ça c'est vraiment une condition très très intime, c'est une société où chacun a sa place. Il est légitime qu'il y ait des lobbies. Il est légitime qu'il y ait donc des patrons ou des patronnes de lobby. Moi, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Et bien sûr, ils vont défendre, je vais parler de façon triviale, leur bout de gras. Le cas échéant, avec des arguments que je ne me suis pas privé de déminer quand j'étais chez Finance Watch. C'est la vie. Par contre, je ne trouve pas sain qu'il y ait ce mélange des genres. Voilà. Donc j'ai dit, vous ferez sans moi. La société au service de laquelle il faut remettre la finance, c'est la mission de Finance Watch, c'est notamment, mais pas que, mais notamment les consommateurs de produits financiers, les épargnants, les investisseurs de détail dans le délicieux sabir technocratique de la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne, dont la version initiale assez maximaliste a considérablement été édulcorée suite à après un lobbying concerté et intensif d'un certain nombre d'États, voire de régulateurs, à ma grande surprise, et évidemment des lobbies financiers qui sont là pour défendre leurs intérêts. Qui défend les intérêts des consommateurs de produits financiers dans l'Union européenne, à part Finance Watch? Alors, à part Finance Watch, il y a une organisation qui s'appelle Better Finance, que Finance Watch connaît bien, et même très bien, qui est même plus spécialisé que Finance Watch sur le sujet. C'est-à-dire que Better Finance, ils sont vraiment
totalement sur le sujet de défense des investisseurs particuliers. Et c'est vraiment la grande organisation sur le sujet. Et après ça, vous avez d'autres organisations qui sont pas spécialisées finance, mais qui ont quelques spécialistes de finance qui vont regarder ces sujets-là. Par exemple, le Bureau européen de l'Union des consommateurs, BEUC, en est un. Des gens, alors là je raisonne vraiment Bruxelles, hein, c'est plus que Paris, des gens comme ShareAction sont également actifs et pertinents et utiles. Et puis Finance Watch, bien sûr. Les entités que vous venez de mentionner avaient émis des communiqués conjoints à l'occasion de la négociation de la Oui, stratégie d'investissement de tout à détail, fait. si je Y me rappelle bien. compris Finance Watch, on avait signé une lettre tous ensemble. Alors, il y a dans les objectifs de ce qui s'est d'abord appelé l'Union des marchés de capitaux et qui s'appelle depuis peu l'Union de l'épargne et de l'investissement, l'ambition inavouée ou avouée de s'appuyer fortement sur les 10 épargnants. Et je voudrais savoir s'il vous semble réaliste d'espérer transformer des épargnants européens plus ou moins averses au risque en financeurs des différentes transitions et du réarmement à hauteur des montants hallucinants mentionnés dans les rapports Draghi, Noyer, l'État. Non. Très bien. Qui va financer ces investissements donc? Alors, je dis non de façon très abrupte pour le plaisir de faire un micro-choc. Investir, de mon point de vue, c'est un métier. C'est un métier complexe, c'est un métier technique. Et la réalité, c'est que, en particulier en Europe, parce que la culture personnelle action, ou la culture action des individus, ou l'appétence, en fait, c'est même pas une question de culture, c'est l'appétence est relativement minime, en tout cas elle n'est pas massive. La seule façon de générer des flux d'investissement suffisants, que ce soit pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, l'investissement dans les industries stratégiques, la défense, sujet d'actualité ô combien, de mon point de vue, c'est pas de dire au dentiste du coin ou à l'institutrice mettez votre épargne dans ces initiatives, mais que les institutions dont le métier est de collecter de l'argent et de l'investir aient la possibilité, la latitude, l'environnement qui leur permettent de le faire de façon aussi massive que possible. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour moi, toutes les initiatives qui sont prises pour développer la participation individuelle sont toutes choses égales par ailleurs. Après ça, dans le monde réel, il faudrait qu'on prenne le temps, mais les choses sont jamais totalement égales par ailleurs. Mais plutôt positives. Par exemple, le sujet de l'éducation financière, bien sûr que l'éducation financière, c'est un bon objectif. Allons-y. Et j'ai un immense respect pour... Il y a des gens qui y mettent une énergie folle et beaucoup le font très bien. Et c'est très bien. Est-ce que ça va suffire pour que la masse des investisseurs européens se disent demain matin, je vais investir en actions? Si j'ai tort, je serais heureux d'avoir tort. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que c'est plus complexe. Vous et moi, on connaît plein de gens intelligents et éduqués qui en fait s'intéressent pas à la finance. Ils sont intelligents, ils sont éduqués, ils ont un peu d'épargne parce qu'ils ont une place qui leur permet d'en avoir dans la société. Si vous leur dites, je vais te faire un cours de finance et avec les joies du ratio Sharpe et de l'EBITDA et du retour sur fonds propres, tu m'ennuies, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à croire que ça va fonctionner comme ça. Donc c'est une question de créer les conditions, je vais dire, institutionnelles pour que les institutionnels puissent faire leur travail, qui encore une fois est un métier, c'est un métier technique. Et puis l'autre chose, c'est que tous les financements dont on parle, parmi les financements dont on parle, un certain nombre dégagent la rentabilité nécessaire pour attirer des capitaux privés. On sait que le métier d'un financier privé, c'est tout simplement de mettre un prix sur un risque. On estime le risque. Ensuite, on dit, sur le risque que j'ai estimé, je mets tel prix. Et si le prix en question est obtenu, je veux bien mettre de l'argent. C'est ça le métier d'un financier. Après ça, il y a
des actions, des obligations, des investissements sur les marchés, des banquiers, etc. Mais in fine, on peut ramener à ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que s'il n'y a pas la rentabilité liée à un niveau de risque estimé, le financier privé ne viendra pas. Et on ne va pas lui en faire reproche, ça n'a aucun sens, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas son métier. On ne peut pas demander aux gens de ne pas faire leur métier ou de faire quelque chose qui n'est pas leur métier. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va y avoir également besoin d'argent public. Et là, immédiatement, j'ouvre un énorme tabou parce que, comme nous savons tous, il n'y a plus d'argent public. Si vous me lancez sur ce sujet-là, la situation est beaucoup plus subtile qu'il y paraît. Mais je vais vous donner un exemple très très précis. L'Agence européenne de l'environnement estime que... L'Agence européenne de l'environnement, ça dépend de la Commission européenne, c'est donc plus institutionnel et sérieux, estime que le coût économique de la montée des océans sera de 1 000 milliards d'euros par an en Europe. 1 000 milliards d'euros, c'est 6% du PIB européen. 6% du PIB européen, c'est juste considérable. Il faut aussi voir que les recettes fiscales des États sont corrélées en moyenne à long terme ou à moyen terme d'ailleurs, 1 pour 1 avec le niveau du PIB. Alors il y a des variations, un peu plus, un peu moins, mais vous prenez sur des périodes de 5, 10, 15 ans, la corrélation entre le PIB et les recettes de l'État est très très bonne. Donc de façon grossière, on pourrait apporter plein de nuances, 6% de PIB en moins, c'est 6% de recettes en moins. Je ne fais pas de dessin sur le fait qu'on a déjà 6% de déficit dans un pays comme la France et qu'on lutte pour en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette situation? Je parle que d'argent là. Il faut investir aujourd'hui dans les bonnes infrastructures, dans les digues, il y a une myriade de choses qui pourraient être faites pour éviter ces conséquences économiques négatives. Ah oui, mais j'ai pas d'argent public, donc je ne peux pas investir puisqu'il n'y a plus d'argent public. D'accord, alors l'argent privé? Non, l'argent privé ne va pas venir. Pourquoi? Parce que ces infrastructures, elles ne vont pas générer de cash flow, elles ne vont pas générer de retour, elles sont nécessaires pour ne pas avoir l'impact négatif, donc l'argent privé va dire « je comprends bien le problème, mais ce n'est pas mon métier ». Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, mais si on ne fait rien, on va avoir un impact considérable sur le PIB européen, donc sur les recettes. Donc de toute façon, les déficits qui sont aujourd'hui, si je raisonne France à 5, 6, en moyenne dans l'Europe à 3, 4, ils vont être à 10, 12, 15 dans 30 ans. Voilà. Et en fait, ils seront à ce niveau-là, qu'on ait investi ou pas investi. Et ils seront même encore pires si on n'a pas investi. Si on investit aujourd'hui, ils vont être encore un peu plus forts. Mais si on n'investit pas dans 20 ans, 30 ans, je ne suis pas gourou, je ne sais pas si c'est 20 ans ou 30 ans, ça sera encore pire. D'accord. Donc là, il faut se poser la question, de savoir comment on peut réformer les règles de financement des dépenses publiques, parce que celles qu'on a aujourd'hui ne sont juste pas adaptées. Les fameux 3% et 60% qui sont les limites budgétaires. C'est enterré tout ça, non? Non. Officiellement non, mais en pratique oui. Alors on a... Juste pour finir là-dessus, les 3% et les 60%, ça correspond aux conditions économiques du début des années 90. Au début des années 90, la France a 2,6% de déficit au Québec, 3%, ça me donne la marge de manœuvre. La moyenne dans l'Union européenne, c'est 56. Bon, même raisonnement, 56, allez, 60, ça va passer. Sauf qu'on est en train de dire qu'on a des règles qui correspondent aux conditions économiques et financières d'il y a 35 ans. Devinez quoi, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Voilà. Est-ce que c'est fini? On a inventé quelque chose qui est extraordinaire, qui est la clause, le General Escape Clause. D'accord? Donc en gros, on peut s'affranchir des règles quand on a vraiment besoin de l'argent. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on invente une règle dont on peut s'affranchir, sauf si on a vraiment besoin de l'argent. On espère que nos responsables politiques n'utilisent l'argent que quand on en a vraiment besoin. Parce que sinon, ça s'appelle de la gabegie ou de la corruption ou que sais-je. Donc on espère bien que c'est uniquement quand on a besoin. Donc on a inventé une règle dont on peut s'affranchir si on a besoin de l'argent. Mais la règle est toujours là. Et la réforme du début, que je ne me trompe pas dans les dates, du printemps 2024, c'est une réformette, les règles de base sont toujours là. Donc ces règles, il faut oser dire qu'elles sont totalement obsolètes, qu'elles ne vont pas faire le travail. Et d'autre part, et je reviens à l'Union des marchés de capitaux, baptisée maintenant Union de l'épargne et de l'investissement, quand on entendait il y a 1 an et demi M. Charles Michel, qui présidait le Conseil à l'époque, dire que la réponse de l'Union européenne, là on était encore dans l'administration Biden, à l'Inflation Reduction Act américain, qui était une injection de grosso modo 400 milliards de dollars d'argent public américain dans les industries vertes. Voilà. Donc la réponse
À l'époque, on nous disait la réponse de l'Union européenne à l'IRA américain, c'est l'Union des marchés de capitaux. On appelait encore ça l'UMC. Analysons. Les États-Unis ont de très très loin les marchés de capitaux les plus profonds du monde. Si l'Europe s'en approche un tout petit peu, elle aura déjà fait un sacré boulot. Et malgré ça, en tout cas sous l'administration Biden, il y avait le côté, il faudrait aussi mettre de l'argent public parce qu'on a besoin des deux. Et en Europe, où nos marchés de capitaux sont beaucoup moins profonds, on disait l'argent privé va remplacer l'argent public inexistant. Mais ça n'a pas de sens parce que ce que je vous disais il y a quelques minutes, qui est s'il n'y a pas la rentabilité, l'argent privé ne va pas venir là. Donc on a une question de cohérence qui n'est pas toujours présente. Montée des eaux, réchauffement climatique, États-Unis. Transition parfaite pour ma dernière question financière. Le violent backlash anti-ESG aux États-Unis peut-il traverser l'Atlantique? Il a déjà traversé l'Atlantique. Dites-moi comment. La forme est beaucoup moins désagréable qu'aux États-Unis, mais ça serait difficile d'être plus désagréable. Mais depuis un an, nous, collectivement, nous réveillons tous les matins avec une commission européenne qui nous dit qu'il est urgent de détricoter tout ce qui n'était même pas fini de tricoter. Je ne sais même pas si je commence la liste des acronymes, tous plus horribles les uns que les autres. CSRD, SFDR, taxonomie, etc. CSDDD, etc. Donc il est urgent de défaire ce qu'on a parfois fini de faire hier matin et dans d'autres cas pas encore terminé. D'accord ? C'est très très drôle de revoir les discours des dirigeants de la commission qui sont les mêmes, quand vous prenez Ursula von der Leyen ou Valdis Dombrovskis d'il y a 3 ans, nous disant c'est tellement important, faites-le. Donc en bon petit soldat, j'en ai fait partie. Il y a des centaines de personnes qui ont ramé, travaillé pour essayer de calibrer ça le mieux possible. Très imparfait, mais bon, on a essayé. Et puis tout d'un coup, c'est mais vous avez rien compris, il faut défaire tout ça. Et puis, au niveau du Parlement européen, qui est alors, on va parler du Parlement, on pourra parler du Conseil après. Au niveau du Parlement européen, je vais faire bref, mais aujourd'hui, il n'y a personne, ou quasiment personne, pour s'opposer. Y compris les forces politiques qui dans les campagnes électorales disaient « Ah, mais moi, je suis pour la durabilité, etc. » Je ne parle pas de leur discours, je regarde ce pourquoi elles votent. Je constate que quand il y a vote sur le recul de l'application de toutes ces règles, dans une loi dite omnibus, etc., le vote était il y a 2 mois à peu près, 2 mois et demi, 90% du Parlement européen a voté pour ce recul, et 90% du Parlement européen, ça va à gauche des écologistes inclus et des sociaux et démocrates inclus, jusqu'à l'extrême droite, en passant par le centre droit et la droite traditionnelle. Et donc, les forces que je viens d'évoquer votent dans le même sens. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les campagnes électorales, évidemment, on va dire la droite traditionnelle, la force et l'extrême droite qui disent « Ah, tout ça, j'en veux pas, on va supprimer ». Je ne suis pas d'accord, mais au moins c'est annoncé clairement, et quand il faut voter, ils votent dans le même sens qu'ils avaient dit dans la campagne. Les sociodémocrates et les écologistes qui nous disaient « Ah non, il faut garder tout ça », mais quand il s'agit de voter, ils votent pareil. Donc, il n'y a plus de force pour s'opposer. Donc, est-ce que le backlash s'applique en Europe ? Oui, c'est une évidence. Bien, alors on passe à la question de clôture rituelle dans le podcast Exchange. Est-ce que vous avez une recommandation de livre, de film, de série, de pièces de théâtre, d'exposition, de podcast, de lieu de voyage parmi vos expériences récentes pour nos auditrices et nos auditeurs? Oh, il y en a. Alors, choisissez-en une. Une seule ? Une seule. Allez, je vais prendre un film. Après la pluie, de Takashi Koizumi, qui est un film dont le scénario a été écrit par Kurosawa. Kurosawa avait commencé à le filmer et Koizumi était le numéro 2 de Kurosawa. Lequel des deux Kurosawa, le vivant ou le mort? Akira. Et il est décédé au début du tournage et c'est Koizumi qui l'a réalisé. Et c'est une très 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 belle histoire je le résumerai de sincérité humaine, au-delà du contexte japonais, voilà. Mais il aurait pu être de n'importe quelle nationalité.
J'aime ce film. Vous nous redonnez le titre ? Après la pluie. Thierry Philippona, je suis ravi d'avoir pu vous recevoir dans le podcast Exchange de CFA Society France et je vous remercie d'avoir partagé avec nos auditrices et nos auditeurs votre passion pour la défense de l'intérêt général en finance. Merci Philippe. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.